Notre invité ce midi, c'est Alain Marron, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Environnement, de la Transition climatique en région bruxelloise, mais vous êtes également en charge de l'action sociale et de la santé. Les Bruxellois, ils sont pas égaux face aux problèmes de santé ? Alors, ils sont malheureusement loin d'être égaux. On a dévoilé hier une étude menée par l'Observatoire du social et de la santé de la région bruxelloise, faite en collaboration avec les mutuelles, qui disposent de beaucoup de données, évidemment anonymes, sur la santé des Bruxelloises et des Bruxellois. Et donc, ça illustre le fait que, oui, il y a une dualisation sociale qui se traduit aussi en dualisation en termes de santé. Donc, si on regarde le diabète, par exemple, on voit bien que le risque de diabète est beaucoup plus important en première couronne, surtout à l'ouest de Bruxelles, la première couronne ouest, que si on regarde la deuxième couronne du sud-est, par exemple. Donc, la couronne, c'est plus on s'éloigne du centre, plus on s'éloigne des quartiers populaires, on a moins de chances on a d'avoir du diabète, par exemple. Et on constate aussi que l'accès aux soins n'est pas le même. On sait, par exemple, que les soins dentaires pour les enfants sont gratuits, normalement, mais l'accès à ces soins n'est pas du tout le même. Donc, le pourcentage d'enfants qui accèdent à des soins dentaires dans les quartiers riches est beaucoup plus important que dans les quartiers pauvres. Et donc, ça illustre le fait que le prix n'est pas le seul frein. Évidemment, le coût des soins de santé peut être un frein, mais il y a aussi une question d'accès, d'information, de disponibilité. Ouais. Alors, ça va jusqu'à l'espérance de vie. L'espérance de vie, elle est de 85 ans à Woluwe-Saint-Pierre, pour un habitant de Woluwe-Saint-Pierre. Elle est de 80 ans, donc il y a 50 différences pour un habitant de Saint-Josse. Est-ce que vous diriez que ça corrobore ce qu'on entend souvent dans la bouche des économistes, c'est qu'il y a un croissant pauvre dans Bruxelles, qui va schématiquement de Molenbeek-Anderlecht, qui prend la moitié du centre-ville, la moitié ouest du centre-ville, et puis qui rejoint Saint-Josse jusqu'à Forêt ? Oui, et toutes les études corroborent la même chose dans cette direction-là. C'est pour ça qu'on veut agir de manière territorialisée. On veut une politique sociale santé intégrée à Bruxelles. On commence à la mettre en œuvre avec les acteurs et on pense qu'il faut travailler sur base des quartiers. Parce que tous les quartiers n'ont pas les mêmes besoins, ni la même offre de soins, ni le même type de population. Et donc il faut des solutions qui soient adaptées, mises au point avec les acteurs sociaux et santé des quartiers. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans chaque quartier, on va peut-être définir ce que c'est qu'un quartier, il faudra qu'il y ait un référent santé, c'est ça ? Donc les quartiers sont définis par l'Observatoire des quartiers. Donc en 80 sur l'échelle de la région bruxelloise, on peut chipoter sur les limites géographiques, mais en gros c'est ça. L'idée c'est de mettre effectivement un référent santé dans chacun de ces quartiers qui travaille avec le CPS et les acteurs santé du quartier pour identifier quels sont les besoins, quelles sont les demandes et quelles sont les offres disponibles et comment on renforce l'accès aux soins. Donc c'est quelqu'un qui va servir de lien entre les acteurs de la santé, les administrations, pas forcément le grand public. Une courroie de transmission, mais in fine, c'est le grand public qui doit être touché parce que ce que nous voulons, c'est améliorer l'accès aux soins du grand public et améliorer la situation de santé du grand public. On veut aussi plus de maisons médicales parce qu'il doit y avoir plus d'offres. Dans un certain nombre de quartiers, l'offre de maisons médicales est insuffisante et elle est surtout intéressante dans les quartiers populaires puisque dans les maisons médicales, on travaille à la fois sur les problématiques de santé, mais en lien avec les problématiques sociales et parfois même en lien avec les problématiques environnementales. Parce que ces quartiers-là sont aussi les quartiers qui sont par exemple les plus pollués, où la pollution de l'air est la plus importante et où souvent les personnes ont tendance à rester chez elles ou doivent rester chez elles et subissent de la pollution intérieure. Et donc on remarque aussi au niveau des maladies pulmonaires, par exemple, un taux de prévalence qui est plus important dans ces quartiers populaires. Vous annoncez 5 nouvelles maisons médicales pour les 2 années à venir. On sait déjà où elles vont s'installer ? Non, on ne sait pas encore où elles vont s'installer, mais on ciblera évidemment les quartiers qui sont en carence, là où il y en a le plus besoin. Alors, vous dites qu'il faut une politique intégrée et de la collaboration sur la problématique de santé. Alors, entre francophones et néerlandophones de Bruxelles, ça va, puisque c'est géré au sein du gouvernement bruxellois. Mais la santé, c'est aussi le fédéral, pour un certain nombre d'actions, de normes de santé, le financement des hôpitaux, etc. et la sécurité sociale. C'est aussi la Fédération de Bruxelles pour certaines actions de prévention. Est-ce qu'on arrive vraiment à se mettre tous d'accord là-dessus ? On peut en tout cas mener une politique territorialisée sociale santé à Bruxelles à partir des quartiers sans avoir besoin Vous avez suffisamment de moyens d'action ? On a suffisamment de moyens d'action. Avec le fédéral, on discute beaucoup des hôpitaux et de la politique hospitalière et du financement général de la politique de soins. Alors, je voudrais qu'on parle de la 5G, si vous voulez bien. Ça peut avoir un impact pour la santé. Vous êtes en charge de l'environnement aussi. Il avance ce dossier de la 5G ou il est toujours à l'arrêt ? Ah non, il avance. En fait, on a un premier problème, c'est qu'on ne sait pas mesurer la 5G. Il faut savoir que, en fait, les antennes émettrices de 5G fonctionnent assez différemment des antennes 4G. En tout cas, la 5G complète, pas la fausse 5G, mais la vraie 5G. Et donc, pour mesurer le rayonnement électromagnétique, c'est très compliqué. Donc, il y a un dialogue qui est instauré entre les opérateurs et Bruxelles Environnement sur les aspects techniques, sur comment est-ce qu'on est capable de mesurer ou pas. Et on pense qu'on sera capable de mesurer dans les mois qui viennent. Pour le moment, on n'est pas capable de le faire. Dans les mois qui viennent, on devrait être capable de mesurer, mais pour le moment, nous n'avons pas encore les instruments pour le faire. C'est en février, c'est en mars, c'est en décembre ?
Je ne sais pas encore quand on sera capable de mesurer, mais les travaux sont en cours et le dialogue est en cours pour y arriver, mais sur des aspects techniques, pas des aspects politiques. Oui. Bernard Clairfailly, qui est le ministre de l'Emploi, il a lancé dans ce studio notamment l'idée qu'on puisse faire un test grandeur nature pour aller assez vite dans l'étude de la 5G. Vous allez l'autoriser ce test ou pas? Scarbeck, non, c'est une boutade. Donc je sais pas, donc c'est pas à moi d'autoriser ou pas des tests grandeur nature. Il lançait un appel pour que vous discutiez avec lui de l'organisation de ce test. Ce qui est sur la table avec les opérateurs, qu'est-ce qui sont les freins au déploiement de la 5G identifiés par les opérateurs eux-mêmes, par un certain nombre d'acteurs économiques. Il y a des freins d'ordre urbanistique, parce qu'il faut installer des antennes. Ouais. Il y a des freins fiscaux. Vous savez que chaque commune, en fait, c'est un peu le Far West là-dessus, enfin plutôt le Moyen-Âge à Bruxelles. Chaque commune a sa petite taxe et sa propre stratégie par rapport à la taxation sur les antennes GSM. Et puis il y a des tas d'actions en justice qui sont menées partout. Ce problème n'est absolument pas réglé. Il faut régionaliser cette taxe, d'autant plus que la région ne touche pas 1 euro de ces taxes, alors qu'elle a beaucoup de coûts, la région, parce que la région instruit les permis d'environnement, les permis d'urbanisme, et doit contrôler la norme. Et qui touche? Le fédéral avec les licences, les communautés et les communes. Donc ça, c'est le problème de la taxation. Il y a encore les licences qui doivent être distribuées par le fédéral, et puis il y a la norme des 6 volts par mètre. Est-ce qu'on touche à cette norme ou pas? Alors, est-ce que la norme... Est-ce que le maintien de la norme est compatible avec le déploiement de la 5G? Pour le moment, c'est pas clair. En fait, si on maintient la norme, les opérateurs vont devoir implémenter beaucoup plus d'antennes, plus petites, moins puissantes. Est-ce qu'on doit donc bouger la norme parce que ça rend impossible le déploiement de la 5G? Cette question n'est pas définitivement tranchée. Évidemment, les opérateurs veulent qu'on relève la norme pour mettre le moins d'antennes possible parce que ça leur coûte moins cher. Ouais. Nous, on doit trouver l'équilibre entre le déploiement de la 5G, d'une part, qui est prévu dans l'accord de majorité, donc on sera loyal à ça, évidemment, puis il y a de toute façon des licences qui sont octroyées par le fédéral, les opérateurs payent pour pouvoir déployer la 5G, ils ont même des obligations de le faire, l'équilibre entre ça et évidemment le respect de l'environnement et la santé publique. Mais quand Bernard Clairfailly il l'a dit dans ce studio que d'après lui, d'après un certain nombre d'études, il n'y avait pas beaucoup plus de risques avec la 5G qu'avec les normes précédentes, vous pouvez entrer dans son discours ou pas? Si on relève la norme, on relève la norme. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'émissions électromagnétiques. Ouais. Moi, je pense que Bernard Clairfailly ne maîtrise pas complètement le dossier au niveau de l'environnement et de la santé. Et ça, c'est effectivement plutôt de mon ressort. C'est ce qu'on est en train d'essayer de voir, en fait. Mais ce que nous voulons, c'est arriver à un déploiement de la 5G comme prévu dans l'accord de majorité, en minimisant les risques pour l'environnement et pour la santé. Ouais, mais Bernard Clairfailly, il insiste quand même pour qu'on fasse un test dans les prochains mois. Et il voudrait que Bruxelles puisse être ville pilote avant la fin 2020 pour ne pas être en retard par rapport à Anvers. Est-ce qu'il y aura un test dans les prochaines semaines ou prochains mois? C'est pas prévu dans l'accord de majorité. Il ne vous l'a pas demandé? Il ne me l'a pas demandé, non. Une toute dernière question. Le parc de Laken, donc, qui appartient à la donation royale, donc autour du château de Laken, on va l'ouvrir au public? La région bruxelloise, le gouvernement bruxellois est d'accord? Alors, d'abord, la décision ne relève pas du gouvernement bruxellois, ça relève du fédéral qui est propriétaire de ces terrains. Et puis, il faudra aussi quand même l'accord de la famille royale. On n'imagine pas d'ouvrir le parc avec un désaccord de la famille royale. Si ces décisions sont prises au niveau fédéral et avec l'aval de la famille royale, alors Bruxelles Environnement et la région bruxelloise sera prête à prendre ses responsabilités pour encadrer des visites ou organiser une visite plus complète, une ouverture plus complète. Parce que pour l'instant, c'est de ça dont on parle. On ne parle pas d'une grande ouverture à tout le monde à n'importe quelle heure, mais on parle de visite guidée dans le parc. C'est ça la première étape? La première étape, en tout cas, effectivement, d'abord que des chercheurs puissent aller sur place, parce qu'il y a comme une grande biodiversité sur le site, vu qu'il a été fermé et protégé, des chercheurs, des écoles, etc. À commencer par ça, sans doute, ce sont les pistes préliminaires à suivre. Donc ça, le gouvernement bruxellois est plutôt favorable à cette idée-là? Plutôt favorable, pour autant que le fédéral le décide et avec l'accord de la famille royale. Alain Marron, ministre bruxellois de l'environnement, de la transition climatique, est avec nous. On va écouter le journal, on vous retrouve juste après. Et tout de suite, c'est Alain Marron qu'on retrouve, ministre de l'environnement, de la transition climatique. Un petit mot sur l'affaire Maouda, puisqu'on apprend donc l'inculpation ou on prépare le renvoi a priori d'un policier pour homicide involontaire. C'est important que la justice puisse quand même faire son œuvre dans cette affaire qui a provoqué beaucoup d'émotions. Je pense que c'est indispensable par rapport aux parents, par rapport aux victimes, je dirais, collatérales, la famille, les amis, évidemment, de la famille. Et c'est plutôt positif de se dire que oui, la justice fonctionne et que là, en l'occurrence, s'il y a renvoi, c'est qu'il y a potentielle présomption d'erreurs qui ont été commises de la part des forces de l'ordre. Ouais. Et donc, c'est bien de pouvoir en reparler de manière dépassionnée,
sur base de faits réels, concrets, et donc c'est bien que la justice fasse son travail, calmement et sereinement. Et on parle bien d'homicide involontaire. Bien entendu. Je voudrais qu'on parle un instant de la Porte d'Ulysse, donc qui est ce bâtiment qui permet, qui sert de hub à un certain nombre d'associations, notamment la plateforme de soutien aux réfugiés, mais il y a également Médecins du Monde qui est très présent et qui permet d'accueillir et de prodiguer des soins et d'encadrer un certain nombre de migrants qui s'installent à Bruxelles. On est avec un bail temporaire qu'on prolonge mois après mois de la part du gouvernement bruxellois. On reste dans ce système-là où on va évoluer vers un bail à long terme et un autre bâtiment. Donc l'accord de majorité, il est assez clair sur le fait qu'on veut un véritable centre d'accueil et d'orientation pour les personnes migrantes à Bruxelles, et on va en discuter avec le fédéral. Depuis lors, pour l'instant, il n'y a toujours pas le gouvernement fédéral. Il n'y a pas le gouvernement fédéral, donc la région agit seule avec une difficulté d'avoir un interlocuteur au niveau fédéral, même si on a eu des contacts officiels aussi avec le fédéral pour la gestion actuelle des choses. Bon. Alors, en attendant, la Porte d'Ulysse fonctionne. Elle est reconduite parce qu'il est hors de question de mettre des personnes à la rue et d'arrêter le dispositif directement. Par contre, on cherche des solutions de rechange puisque le bâtiment doit être rendu libre parce qu'il y a un autre projet, en l'occurrence l'école de police, qui doit progressivement s'installer. En tout cas, des travaux doivent être effectués. On a une possibilité de bâtiment sur le territoire de la commune de Schaerbeek. Ouais, ce sont les anciens locaux de BTV, le long de la chaussée de Louvain. Ouais. La commune n'a pas l'air enthousiaste, hein ? Bon, alors ça dépend à qui on parle à la commune. Je pense que la bourgmestre n'est peut-être pas complètement enthousiaste. Je pense pas que ce soit la position du collège. Il n'y a pas en tout cas eu de débat ni au conseil communal ni au collège communal sur ces questions. Donc je ne pense pas qu'il y ait une position de la commune, ni même une position du CPS. Il y a eu des discussions préalables entre des représentants des cabinets régionaux et le cabinet de la bourgmestre et la bourgmestre elle-même, la commune de Schaerbeek venant avec un certain nombre de demandes qui sont légitimes en termes de sécurité, d'encadrement social, etc. Donc vous allez essayer de les rencontrer ? On va essayer de rencontrer les demandes et de trouver une solution. Mais il nous faut un accord. Et pour nous, ce bâtiment convient. Il convient aussi pour les opérateurs. Donc, pour nous, c'est une bonne option. On espère que cette piste pourra se poursuivre jusqu'au bout et qu'un déménagement pourra être opéré dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et ça permettra à la Porte d'Ulysse d'avoir un petit peu d'air, d'avoir enfin un bâtiment dans lequel elle peut s'investir sur le long terme. Maintenant, ce ne sera peut-être pas le bâtiment définitif. On est toujours à la recherche vraiment d'une solution pour un centre d'accueil et d'orientation global qui intègre aussi le hub humanitaire. Ouais. À quoi elle sert la prolongation de Georges-Louis Boucher et Joachim Koons au fédéral ? Ça, il faut le demander au roi. Hein. On a beaucoup de sujets de conversation potentiels avec lui, son domaine et éventuellement son travail d'information. Je constate qu'ils ont quand même causé pendant de nombreuses heures hier, donc ils ont dû trouver du sens à cette prolongation. Je pense que des choses doivent sans doute encore un petit peu mûrir. Mais pour nous, le mûrissement, ça doit être aussi en revenir à la base. Et la base, c'est quoi ? C'est le résultat des élections. Alors, le gouvernement sortant, enfin le gouvernement toujours présent, mais même sortant, donc si la coalition mise en place par Charles Michel. Oui, avec la NVA à l'époque, même si ça fait un an que la NVA n'y est plus, cette coalition-là a perdu massivement des sièges et a massivement perdu les élections. Donc il y a eu quand même un signal de mécontentement de la part des électeurs qui a été posé le 26 mai dernier. Il faudrait qu'on en revienne à ça et se dire comment est-ce qu'on rencontre les attentes de la population. Comment est-ce qu'on rencontre les attentes de la population sur le social, sur l'environnemental, le climat et aussi sur l'économique. Je pense qu'il faut en revenir à la base et essayer de trouver des solutions dans ce cadre. Merci beaucoup Alain Marron d'avoir été l'invité de BX1.